Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui une pause gagnante sur la thématique de la sécurisation du chef d'entreprise. Nous l'avons vu ces derniers mois, le contexte économique réserve parfois de nombreux imprévus pour les entreprises. En tant que dirigeant, il est essentiel de se protéger en amont en se posant les bonnes questions sur la forme juridique, la responsabilité personnelle engagée et les ressources potentielles suite à un arrêt d'activité. Pour cette présentation, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Ruzé, notre responsable du conseil sur le secteur Laxou-Lunéville, Laurent Blatt, conseiller d'entreprise pour les artisans, commerçants et prestataires de services à ADO, ainsi qu'Estelle Magri, chargée de développement pour l'association GSC, qui a accepté de se joindre à nous sur ce sujet. Nous allons assister à un échange entre eux, car suite à un rendez-vous avec un adhérent, Benjamin sollicite l'expertise des autres intervenants. Nous les retrouvons sans attendre. Bonjour Estelle, bonjour Laurent. J'ai souhaité vous faire participer à un échange aujourd'hui suite à un rendez-vous de la semaine dernière avec notre client Monsieur Marchal qui avait des inquiétudes et j'ai besoin de vous pour m'aider à lui apporter les meilleures réponses. Donc Monsieur Marchal, il est plombier sous la forme individuelle et il se pose des questions autour de la protection du dirigeant. Il m'a fait part de ses inquiétudes, mais il y a son cousin qui lui a une SARL de matériel informatique qui a les mêmes inquiétudes. Et donc, au fait, sa première question, c'était en cas de faillite, pour lui, exploitant individuel, entrepreneur individuel, que deviennent ses biens professionnels, que deviennent ses biens privés? Laurent, je sais pas, tu as peut-être des réponses à m'apporter? Oui, alors effectivement, dans une entreprise individuelle, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la résidence principale est protégée tout de même. On n'est pas comme à une certaine époque où on doutait un petit peu de se faire prendre la résidence principale. Il y a une protection, mais effectivement, on n'a pas de séparation entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé. En fait, les deux ne font qu'un. C'est-à-dire qu'en cas de dette, en arrêt d'activité, dette qui soit fiscale, sociale, des dettes bancaires ou fournisseurs, il y aura une demande de paiement sur les biens professionnels et, si ça ne suffit pas, sur les biens privés. Donc les deux sont mêlés, mais alors comment on pourrait éviter ça? Alors on peut éviter ça en optant pour une forme sociétaire, un petit peu comme son cousin. Donc en fonction de la forme de la société, il pourra séparer ses biens professionnels et ses biens privés. Donc en cas de liquidation, effectivement, ces biens privés ne seraient pas affectés. Mais attention toutefois, on a quand même une caution, une demande dans certains cas, des cautions personnelles qui sont demandées par les banques. Donc lors d'un financement, donc les banques ont besoin pour elles des garanties. Donc les garanties, ça peut être soit le matériel qui peut être financé, les organismes. On peut faire intervenir des organismes externes, BPI, France Active, etc. ou des demandes de caution personnelle. Ok, ouais, je vois bien. Et donc tu as dit, en fonction de la forme de la société, tu entends quoi par ça, Laurent? Alors, dans la forme de société, donc la forme sociétale qu'on a l'habitude de rencontrer au niveau commercial, c'est essentiellement donc des SARL, sociétés à responsabilité limitée, ou des SAS, donc sociétés par action simplifiée. Donc ces deux types de structures-là ont des responsabilités limitées dans leur mode de fonctionnement. Donc ces sociétés-là demandent quand même un apport en capital, ça c'est quand même le principe, ce qui permet d'avoir une garantie envers des créanciers éventuels. Mais en théorie et en cas de difficulté et d'arrêt de société, qu'elle soit sous forme de liquidation ou de cessation d'activité, on ne risque pas de récupérer... on risque de perdre un petit peu l'apport ou ce qu'on a mis en compte courant ou en capital dans la structure. Je dis bien en théorie, parce qu'attention, si le chef d'entreprise ou l'actionnaire a porté des cautions personnelles, effectivement, la responsabilité limitée là, dans ce cas-là, ne fonctionne plus. Ok, donc les deux, que ce soit SARL ou SAS, on a une responsabilité limitée. Mais alors, pourquoi ils devraient plutôt choisir une que l'autre? Alors après, effectivement, sur les deux structures, on a un régime fiscal où on peut choisir soit d'être à l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt sur le revenu. Donc les deux formes juridiques l'intègrent. Mais effectivement, la plus grosse différence qui peut exister, c'est le statut social du dirigeant. Je m'explique. En SARL, le gérant, qui est généralement majoritaire, aura un statut de TNS, travailleur non salarié, c'est-à-dire que c'est la même chose que son statut actuel à M. Marchal d'entrepreneur individuel. Les cotisations sont les mêmes, il dépend de l'URSSAF des indépendants, c'est-à-dire le SSI,
ou RSI anciennement, donc Sécurité sociale des indépendants. Et je te rappelle que dans ce cas-là, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc pas de possibilité de percevoir le chômage en cas d'arrêt d'activité, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Dans le cadre d'une SAS, on parle ici non plus de gérant, mais de président. Le président, donc, dans ce cas-là, aura un statut social d'assimilé salarié. Assimilé salarié, ça signifie qu'il cotise aux mêmes caisses sociales qu'un salarié classique. Dans le cadre de M. Marchal, ce serait effectivement l'URSSAF des salariés. Cependant, il cotise aux caisses cadres et avec des cotisations sociales un petit peu plus élevées, mais qui génèrent une meilleure couverture maladie et une meilleure retraite également. Donc, attention, en tant que président, le président, il ne cotise pas non plus pour le chômage, même s'il est rattaché à un statut d'assimilé salarié. Donc ça, c'est quand même important quand même. Et puis, se rajoute aussi, ce fait que le droit du travail ne s'applique pas aux assimilés salariés, c'est uniquement une couverture sociale. Ouais, donc je vois que le mot assimilé salarié a toute son importance. Donc au fait, avant de se dire quelle société il doit choisir, c'est d'abord quel statut social il doit choisir et en découlera la forme de sa société. Donc la société permettra de protéger ses biens professionnels, j'ai bien compris, mais tu as dit il ne pourra pas prétendre au chômage. Alors, si ce n'est pas la forme sociétaire qui le permet, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de le couvrir? Je ne sais pas, Estelle, de ton côté, est-ce que toi tu aurais une solution? Absolument. Oui, Benjamin, il y a une solution qui existe, c'est la GSC, l'association GSC. Est-ce que tu connais la GSC? Ah non, du tout, c'est quoi? Alors, la GSC, c'est une association qui a été créée il y a 40 ans et qui porte un dispositif qui est une assurance qui couvre le chef d'entreprise en cas de perte de son emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de perte d'emploi pour le chef d'entreprise est souvent une notion qu'on souhaite mettre de côté parce que ça fait toujours un petit peu peur et parfois il y a des marqueurs un peu anxiogènes. On se rend compte qu'il y a quand même en 2021 28 000 entreprises qui ont liquidé. Donc certes, moins de défaillances d'entreprises en 2021 qu'en 2020 ou même que les années précédentes. Néanmoins, sur ces défaillances d'entreprises, seuls 2 entrepreneurs sur 3 n'avaient pas anticipé une éventuelle perte d'emploi et à peine 1% d'entre eux étaient couverts par une assurance perte d'emploi. Donc il est important effectivement, et la preuve en est, c'est que beaucoup de ces entrepreneurs et chefs d'entreprise ne connaissent pas la GSC. Il faut informer et sensibiliser sur effectivement des dispositifs annexes qui existent. Ce que tu me dis, la GSC, là, c'est pas la même chose que l'ATI, tu sais, l'allocation travailleur indépendant? Alors non, c'est pas pareil parce que l'allocation du travailleur indépendant est un dispositif qui a été créé lors de la réforme de l'assurance chômage en novembre 2019. La GSC a été créée il y a 40 ans. Et l'ATI, en fait, permet aux entrepreneurs qui auraient liquidé sous certaines contraintes de percevoir une indemnité qui les couvre à hauteur de 800 € par mois pendant 6 mois si ils ont eu une activité d'au moins 2 ans avec un revenu minimum de 10 000 € par an. Donc, on voit que cette allocation, l'ATI, est très restrictive et ne vient pas remplacer la perte du revenu du dirigeant et ne vient surtout pas substituer une assurance privée. Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça m'a l'air plutôt restrictif, seulement 800 € par mois, dans la limite de 6 mois. Mais alors si j'en reviens à Monsieur Marchal, du coup la GSC serait peut-être plus adaptée pour lui? Absolument. La GSC est vraiment un dispositif qui vient se calquer sur le besoin au plus proche de l'entrepreneur individuel ou même de l'assimilé salarié. C'est un dispositif qui permet au TNS ou au président, donc à Monsieur Marchal ou même à son cousin, de pouvoir être indemnisés lorsqu'ils perdent leur emploi. Donc s'ils ferment leur entreprise ou s'ils sont révoqués, si vous avez un président qui détient un mandat social et qui est révoqué, effectivement, il pourra être indemnisé à hauteur d'un pourcentage qui correspond à la couverture qu'il choisit par rapport au revenu qu'il aura perçu. Pour être sûr de bien comprendre, on parle de gérant, on parle de président. Oui. Mon client, Monsieur Marchal, lui, il est entrepreneur individuel, ça marche aussi pour lui. Oui, absolument. Ça marche aussi pour lui, pour l'entrepreneur individuel. Tous les entrepreneurs qui ont un statut de
TNS, travailleurs non salariés, comme vous l'expliquiez, donc entreprise individuelle, SARL unipersonnel, artisan, commerçant. Voilà, ça fonctionne effectivement, tout à fait. Ok. Mais alors du coup, je fais peut-être un raccourci, chômage, liquidation, ça ne couvrirait que les liquidations? Alors, ça couvre plusieurs aléas. On couvre donc la révocation du mandat social et le non-renouvellement du mandat, donc pour les entrepreneurs qui sont liés à l'entreprise avec un mandat social. Et puis, on couvre également les événements touchant l'entreprise sur décision judiciaire prononcée à son encontre, ce qu'on appelle le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ou le jugement arrêtant un plan de cession. Et également, on couvre les événements touchant l'entreprise sur décision amiable, c'est-à-dire sans passer par le tribunal de commerce, avec ce qu'on appelle sous contrainte économique, c'est-à-dire une dissolution anticipée, une cession ou une fusion, absorption ou même une restructuration profonde. Oui, ok, donc c'est pas que les liquidations, je vois que c'est plutôt large. Mais alors, quelles sont les conditions pour souscrire à cette assurance? Alors, les conditions pour s'affilier, bon, bien entendu, vous l'avez compris, il ne faut pas relever de Pôle emploi, parce que parfois, là, on n'en parlera pas, mais parfois, il peut y avoir un cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. Donc, il est nécessaire de vérifier l'éligibilité du contrat de travail si le dirigeant est rémunéré au titre de son contrat de travail. Mais là, plus largement, donc, ne pas relever de Pôle emploi. Il faut qu'il reste au moins 5 ans avant un départ à la retraite à taux plein. Sinon, s'il vous reste, par exemple, 4 ans avant de liquider votre retraite et que vous souhaitez vous affilier à la GSC, ça ne sera pas possible. Il ne faut pas être titulaire d'une pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie. Et concernant l'entreprise, il faut que votre entreprise soit enregistrée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers en France. Il faut être en situation économique et financière saine. Effectivement, si vous êtes déjà en phase de liquidation, de redressement ou en plan de continuation, vous ne serez pas éligible. Il faut être résident fiscal français. Il faut que l'entreprise soit de droit français également. Et il faut être adhérent à l'une des 1000 organisations professionnelles reconnues par la GSC, puisque nous sommes un service qui a été créé par les structures patronales il y a 40 ans maintenant. Oui, donc j'entends bien qu'il faut qu'il l'anticipe. C'est pas quand ça va mal qu'il faut se poser cette question. Donc c'est tout à fait son cas. Et ça, ce sera mon rôle de conseiller, de l'alerter là-dessus. Mais alors du coup, cette GSC, elle garantit quel niveau de revenu? Alors, elle garantit 2 niveaux de revenus. En fait, c'est l'entrepreneur qui choisit sa garantie en fonction de son besoin et de ses différents paramètres familiaux ou autres. Donc, il a la possibilité de choisir une garantie qui le couvre à hauteur de 55% de son revenu ou une garantie qui le couvre à hauteur de 70% de son revenu. Il y a également un paramètre de durée d'indemnisation qu'il peut choisir. Par défaut, au moment de la souscription, il est couvert pour une durée d'indemnisation de 12 mois. Et à la fin de son délai de carence, donc au bout d'1 an d'affiliation, il a la possibilité, s'il le souhaite, de demander son changement de garantie et de porter sa durée d'indemnisation à 18 ou 24 mois s'il le souhaite. Ok, ouais, très bien. Mais alors, je le vois venir, hein. Ce client, M. Marchal, il va dire, ça m'a l'air bien, Benjamin, mais ça va me coûter combien tout ça? Tu peux me donner des éléments? Absolument. Donc, pour calculer la cotisation, soit vous allez sur le calculateur de la GSC sur le site internet. Pour vous donner une ordre d'idée, si M. Marchal perçoit un revenu de 30 000 € par an, il pourra choisir une garantie qui le couvre 55% de 30 000 € sur une base d'une durée d'indemnisation de 12 mois. Sa cotisation annuelle lui coûtera 900 € et il sera indemnisé en cas de perte de son emploi, 16 500 €. S'il choisit une garantie qui le couvre 70% de 30 000 € sur 12 mois d'indemnisation, sa cotisation annuelle lui coûtera 1 194 € par an et il sera indemnisé 21 000 €. S'il est TNS, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il bénéficie d'un abattement de 15% sur sa cotisation puisqu'il n'est pas révocable. D'accord. Et donc ces cotisations-là, c'est lui qui va les payer, mais elles sont déductibles de son revenu? Absolument.
S'il le souhaite, et c'est en fonction de son choix avec l'expert comptable, donc là, ça sera votre rôle de conseil, effectivement, soit il choisit la non-déductibilité du bénéfice imposable dans le cadre hors cas de Madelin, soit il choisit de bénéficier du cadre de la loi Madelin, et dans ces cas-là, sa cotisation sera déductible. Si il est dirigeant assimilé salarié, par contre, sa cotisation, quoi qu'il se passe, est prélevée sur le compte de l'entreprise et est réintégrée sous forme d'un avantage en nature dans son bulletin de salaire. Et pour le TNS, de toute façon, il a le choix, Madelin, pas Madelin. Ok. Bon, en tout cas, ça répond bien à mes questions. Donc, merci à tous les deux. Si je récapitule, pour protéger ses biens pro-privés, certainement un passage en société avec une responsabilité limitée, SARL ou SAS, mais en découlera son statut social, soit il est TNS, soit il est assimilé salarié, si j'ai bien retenu. Tout à fait. Et puis, s'il veut se couvrir contre le chômage, eh bien, il n'a qu'à souscrire à la GSC. Donc, parfait. Je vais m'empresser de le rappeler pour lui apporter tous ces éléments de réponse. Merci à tous les deux. À ton service. Merci à vous tous. Merci à nos 3 intervenants. Nous voilà bien informés sur ce sujet. N'hésitez pas à solliciter les services d'ADO et de l'association GSC pour tout approfondissement.